OK. Ouais, on va y avoir Puis là, ils ont une mère auquel ils s'attendaient absolument pas. Ah non? Joanne qui prend du café. Ça, c'est le nouveau truc, hein, brasser le café avec des lignes Ouais, mini. ouais, c'est pas ici pas longtemps. Apprécie la journée de formation. Et ouais, voilà, je pense que C'est vraiment un bon timing. Tout le monde est arrivé au même moment. C'est ça. Vraiment parlant. Même j'ai parlé trop vite parce que Thierry me stressait. Je me suis dit, je parlais trop vite. Je parle vite de nature, mais c'est pas Thierry. Ça, c'est permis 8 heures par jour, mais ça, il y a des restrictions. Il y a quelque chose d'intéressant. Je trouve aussi que le rapport tactile, il est très pauvre sur un écran. Magali a aimé s'imprimer. Franchir, on peut juste amener. Bonjour! Je regarde la programmation ici. Allô, ça va? Oui, qu'est-ce que tu voudrais dire? Bonjour! Oui. C'est ça, Liliane. OK, alors des éditeurs. Bibliothécaires? Oh. Ouais. OK, si vous appartenez au milieu de l'éducation? Puis, justement, un peu dans l'esprit d'accueillir les propositions des participants, je vais lire le dernier chapitre, le dernier paragraphe du dernier livre de Alberto Manguel. Oui, c'est ça, son dernier livre que vient de me mettre entre les mains Luc, ici. Et puis, oui, c'est à lire. Alors, Alberto Manguel dit « Les lecteurs de mots imprimés s'entendent répéter sans cesse que leurs outils sont démodés, leurs méthodes dépassées, qu'ils doivent apprendre les nouvelles technologies ou se retrouver à la traîne du troupeau galopant. Peut-être. Mais si nous sommes des animaux grégaires, tenus de nous conformer aux dictats de la société, nous sommes néanmoins des individus qui nous informons du monde en le réimaginant, en le mettant en mots, en rejouant à travers ces mots notre expérience. En définitive, il peut être plus intéressant, plus éclairant de se concentrer sur ce qui, dans notre activité, ne change pas, sur ce qui définit radicalement la lecture, sur le vocabulaire dont nous nous servons pour tenter de comprendre, en individus conscients de nous-mêmes, cette faculté unique née de la nécessité de survivre grâce à l'imagination et à l'espoir. Voilà, bonne journée. C'est un espace neutre de rencontre. C'est un espace où on va accueillir des idées. Il n'y a pas de combat. On ne veut pas faire de combat, même si cette pièce porte un nom mythique, le ring, en fait. Mais c'est ça. C'est donc la suite des fameux labos publics, des discussions sur le livre. Alors, j'ai ici des tas de papiers, j'ai des crayons, tout près de la table. Je vous invite donc, si vous avez des sujets, à venir les proposer. Voilà. Alors, allons-y très rapidement parce que dans moins de 15 minutes, on va pouvoir commencer les autres activités, notamment dans cette pièce. Je vous invite. Allez-y. Bravo, Annie. Courageuse. Ah. Inventer des livres nouveaux. Passe public pour lire en ville, micro-bibliothèque. Tiens, on va mettre ça avec la culture. Ici, on va se faire... on peut grouper les sujets ensemble parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont... Le passage, pas évident, entre les sites Internet et la parution sur papier. Entre guillemets, la censure est plus forte sur le papier, point d'interrogation. Ah, sujet numérique. C'est bon, j'écris pas très bien, mais... Exclusion sociale. Exclusion sociale et nouvelles technologies. Et lecture. Ça, tout ce qui est social. Ici.
plateforme d'auto-édition numérique. Oui, là, vous votez plein d'autres trucs. Là. Vous pouvez voter sur plusieurs. Vous n'avez pas que ce choix. Voilà, je récupère les... Quand vous sortez comme un produit, est-ce que vous le reproduisez, mettons, sur la plateforme numérique puis sur la plateforme papier ou c'est complémentaire? Pour la question, est-ce que c'est la même chose? On a essayé de donner de la valeur à chacun l'imprimé et le numérique, notamment au niveau du visuel, parce qu'en numérique, c'est l'utilisateur qui détermine la typographie, la grosseur, etc. Donc, ça donne quand même une opportunité de création qui est propre à l'imprimé et on peut jouer avec ça pour donner de la valeur à cet objet-là, même si c'est la même œuvre, etc. Donc, pour ce projet-là, on l'a fait de cette façon. Pour les autres, ça va être autre chose. La numérisation, c'est une étape vers autre chose pour repenser la diffusion de textes qui ont déjà été faits. Mais bien sûr, une des étapes fondamentales, c'est pas seulement de les mettre en PDF, on comprend tous la contrainte, mais le PDF, c'est comme une espèce de format intermédiaire pour faire l'ossérisation, extraire, retrouver le fichier texte et retrouver la mutabilité du texte. Il y a de plus en plus dans les grandes maisons des services complets de 1, 2, 3, 4 personnes qui travaillent aux droits étrangers. Pourquoi? Parce que justement, ils vendent la spécificité, la créativité, mais pas parce que c'est québécois, parce que c'est bon. Point. Il n'y a pas ce côté-là de labellisation qui est important. Donc c'est pour ça qu'il faut je comprends pour les raisons politiques et de l'image et tout ça, mais n'oubliez pas qu'au Québec, il y a la loi 51. Là, on le voit en ce moment, il y a une commission sur la réglementation du prix unique. On est dans un marché protectionniste. Alors, je crois que vous avez raison que l'avenir du livre au Québec est international. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais l'idée du label n'est pas de restreindre cette vente à l'international et uniquement de permettre aux consommateurs québécois d'être informés sur ce qu'ils achètent, tout simplement. Il y a une deuxième phase au projet qui est prévue justement pour essayer d'inclure nos auteurs qui font partie de l'association qui sont à l'extérieur du Québec. On pensait en fait les contacter en tournée leur avis. Le catalogue de la bibliothèque, il est conçu sur la description de la monographie. On a fait les périodiques ailleurs, d'une autre manière, en décrivant le contenu des articles qui est dans le périodique. Donc, la monographie, pour moi, c'est un modèle qui est explosé et que si on abandonne ça, puis qu'on se met à décrire les contenus, tu dis, ah tiens, là-dedans, il y a une illustration. Ah, c'est l'illustration que je cherchais. Elle n'est pas identifiée dans le livre. Ah, je l'ai trouvé ça. Tiens, c'est Jacques Vigée, bon, maire de Montréal. S'il dit Jacques Vigée, c'est que sa contribution va participer à la description de la connaissance. Tu sais, il faut voir large. Puis des fois, moi, je le vois dans mon milieu. Des fois, le monde « Ah, mais pourquoi tu parles de banque alimentaire? On parle de lecture. » Je suis comme « C'est parce que si tu as le ventre vide, tu ne seras pas très apte. » Je me souviens avoir fait pendant 2 ans à Montréal ce qu'on appelait, nous, les paniers de Noël littéraires. Au panier alimentaire s'ajoutait un panier de livres neufs. Lui, il va en parler à d'autres lecteurs que tu ne ciblais pas au début et tout. Mais ça, c'est pour pas qu'on fasse quand ça sort. D'accord, mais ça c'est en ligne déjà? Non, je suis en train de le développer en ce moment. Toutes les écoles, il y a du monde non, mais il y a du monde en... Quelqu'un qui s'auto-édite au Québec a une étiquette très négative dans le milieu officiel du livre. C'est très rare qu'on entend parler de l'auto-édition. Et c'est très propre au Québec. Parce qu'en France, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Au Canada anglais, c'est pas comme ça. Lorsqu'il y a un succès dans l'auto-édition, que ce soit en France ou aux États-Unis, on ne fait pas la différence entre le type d'édition qui a été choisi. Oui, c'est un livre auto-édité, on va le souligner dans l'article, mais on ne fait pas un article parce que le livre a été auto-édité, on va le souligner parce qu'il a été un succès. Il y a un très large registre de contenu qu'on pourrait, documenter, puis éventuellement là, encourager à se publier à travers nos institutions ou encore, il y a des maisons d'édition comme les vôtres là, qui pratiquent la contre-édition. Donc, la bibliothèque, en fait,
pourrait participer de ce mouvement-là? J'ai dit quelque chose de... Des fruits de mer. Le numérique permet, comme jamais auparavant, de fédérer des communautés. OK. Ça va être où, là? Parce que ça va probablement être la reine, celle qui est ouverte, la porte, tu vas voir la porte qui est ouverte, là. Ça a été affiché il n'y a pas si longtemps que ça. Tiens, voilà un iPad. Et il lui donne ça et débrouille-toi, parce que ça ne vient pas avec l'accompagnement. Donc, c'est qui doit faire cet accompagnement? Bien, c'est là où il se tourne vers, par exemple, Joanne, ou vers d'autres collègues à la bibliothèque, qui souvent, ils se retrouvent avec des appareils. On dit, bon, c'est quoi ça? Parce que parfois, c'est des appareils auxquels on n'avait même pas entendu parler. C'est comme, ça sort de quand? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, il a fallu se mettre dedans et on s'est dit, bon, on va faire autre chose, on va faire le buffet numérique. Donc là, ici, vous avez un petit aperçu de ce que ça implique. On entre dans une ère où ça va, quant à moi, ça va faire partie de la mission des bibliothèques d'accompagner les gens là-dedans. Et puis, c'est sûr qu'il y a plein d'appareils. Il faut définir comment. C'est ça. Bien, c'est ça. Puis ça, c'est à la bibliothèque de mettre ses politiques de service. Puis... Non, c'est ça, c'est sûr. Il y a comme deux écoles de pensée, là. On voudrait que ça... dans le sens de l'institution, voudrait que ça s'inscrive ou essaie de nous convaincre que ça s'inscrit dans le processus de référence. Je suis pas certaine de ça, là. Oui, jusqu'à un certain point. L'auto-édition coupe ce système-là, donc c'est comprendre comment ça marche. Parce que finalement, ça... les enjeux, puis qu'est-ce qui se passe sans ces métiers-là aussi? Parce qu'il n'y a plus aucun métier ni de prescripteur, ni de réviseur sur ce texte-là. Mais en fait, il y a toutes sortes de connaissances, des informations, des textes, des histoires locales, des choses qui ont des importances dans les communautés où il n'y a sûrement pas un éditeur commercial qui s'intéresse dans ça parce que c'est trop petit comme marché, mais qui a une valeur très importante en termes d'information pour une communauté ou un groupe de personnes. On peut se poser la question jusqu'où ça va aller, mais peut-être un point de départ pour remettre la discussion sur les rails de pas comment c'est fait techniquement, ni comment c'est ultimement comme type d'histoire, mais la dynamique de contribution, ça pourrait être de voir les choses de différents points de vue, puis permettre que ces différents points de vue-là puissent être reliés, justement, ce que permet le web en principe. Où j'habite pour l'instant, à Sudbury, il y a du monde qui ont fait un livre collectif de photographie ensemble. Une centaine de photographes par Internet, ça s'est passé sur Facebook pendant 1 an. On créait un genre de groupe, puis tout le monde envoyait des photos, puis tout ça. Puis à la fin, on publiait un livre que moi, je trouve, il est bien fait, tout ça, mais est-ce que c'est un livre qui est nécessairement pertinent? Parce qu'on se posait beaucoup la question, tu sais, ça va être quoi le produit final? Tu sais, ça va être bon? Ça va être pas bon? À la limite, on s'en fout. C'est que là, il y avait tellement de monde impliqué là-dedans qui ont tout buzzé, tu sais, puis ça a fait un grand flafla dans la ville, puis ça a marché, c'est un événement réussi, tu sais, qui a lié du monde ensemble. Mais le numérique a cette tendance-là à faire en sorte que les gens veulent se lier en communauté. Le livre, en fait, la lecture ne meurt pas, la lecture est encore plus vivante que jamais. Il faut juste être capable de réinventer la façon dont on lit, puis ce qu'on veut lire ou ce qu'on aimerait lire. Alors, prochain bootcamp, ce serait peut-être sur les lecteurs, la lecture, qui sont les lecteurs, quels sont leurs usages. C'est ce qui nous manque en fait comme information.